Au large de la côte sud de l'Australie se trouve une île séparée du continent par 250 milles de mer agitée. C'est la Tasmanie, un lieu où presque la moitié du territoire est un parc national protégé ou un site du patrimoine mondial. Mais beaucoup de gens sont fous de sa nature sauvage, sans réaliser à quoi cette nature sauvage servait. Ce paysage indompté était la cage parfaite. Elle est devenue une prison pour un empire entier, un endroit si isolé et impitoyable que l'évasion était considérée comme impossible. Nous explorons les lieux étonnants, nés de cette histoire brutale et d'une nature encore plus étrange. L'histoire des lieux les plus étranges de Tasmanie commence sur une parcelle de terre qui semble conçue par la nature pour être une prison. C'est la péninsule de Tasman, un morceau de terre accidenté qui pend au coin sud-est de l'île principale. C'est le moins qu'on puisse dire. Cet endroit est spectaculaire. Des griffes déchiquetées de dolérite, une roche dure et sombre, s'avancent dans l'océan austral déchaîné. Ce ne sont pas de douces plages, ce sont des falaises abruptes, parmi les plus hautes de tout l'hémisphère sud, s'élevant à bien plus de 900 pieds directement au-dessus de l'eau agitée. C'est un lieu d'une beauté brute et terrifiante, où le vent donne l'impression qu'il pourrait vous décoller de la roche, mais ce qui le rend vraiment remarquable, c'est sa géographie. La péninsule est presque une île distincte, reliée au reste de la Tasmanie par seulement 2 minuscules bandes de terre, fines comme des fils. La première, près d'une ville appelée Dunalley, était si étroite que les premiers colons purent y creuser un canal. Le second, et le plus célèbre, est un lieu appelé Eagle Hawk Neck. C'est une merveille naturelle et un cauchemar historique à la fois. C'est un banc de sable, un minuscule pont de terre d'environ 300 pieds d'eau de large, seulement à son point le plus étroit. Des deux côtés, l'océan se brise sans relâche. Ce minuscule pont de terre était le seul chemin pour entrer et le seul pour sortir. Lorsque les colons britanniques décidèrent de construire leur colonie pénale la plus redoutée, ils n'eurent pas besoin de construire des murs. Ils choisirent simplement cette péninsule. La nature avait déjà fait le travail. Les falaises abruptes et imposantes et les eaux violentes, infestées de requins, rendaient l'évasion par la mer fantaisiste. Et cette seule petite bande de terre, Eagle Hawk Neck, était tout ce qu'ils avaient à surveiller. Toute cette péninsule est devenue une forteresse naturelle, un endroit où envoyer les forçats les plus endurcis, ceux qui avaient récidivé même après avoir été expédiés en Australie, c'était littéralement une prison au bord du monde. Aujourd'hui, les visiteurs affluent ici, mais pas seulement pour la sombre histoire. Ils viennent pour le Three Capes Track, un sentier de randonnée de renommée mondiale. Cette marche de plusieurs jours nous emmène le long des crêtes de ces falaises gigantesques. Vous pouvez vous tenir au bord de Cap Pillar ou de Cap Hoey et regarder en bas les pitons rocheux, des colonnes massives de roches qui ont été séparées du continent. Se dressant seuls contre les vagues comme des sentinelles perdues. L'air est rempli du son des vagues qui se brisent et des cris des oiseaux de mer. C'est une expérience qui sollicite tous vos sens. En effet, la péninsule abrite également d'incroyables curiosités géologiques, comme la Tasman Arch et la Devil's Kitchen, où la mer a creusé des plaies massives et béantes dans la roche. C'est un endroit où l'on se sent incroyablement petit, debout sur le bord brut et délabré d'un continent. Mais cette forteresse naturelle avait besoin d'un cœur, un point central de la peur Port Arthur. Même le nom donne des frissons à ceux qui connaissent comme son histoire. Niché dans une baie apparemment paisible de la péninsule de Tasman, c'était le cœur sombre de tout le système pénitentiaire.
Ce n'était pas juste une prison, c'était un complexe industriel tentaculaire de misère humaine, fonctionnant de 1833 à 1877. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ces belles ruines de grès s'étendant sur 100 acres de pelouse verte manucurée, mais ne vous laissez pas tromper par la beauté. L'herbe est parfaitement verte. Les arbres sont matures et la vue sur l'océan est paisible. C'est un contraste saisissant. Ce que personne ne vous dit, c'est que Port Arthur était une expérience. C'était une machine conçue non seulement pour loger les forçats, mais pour les briser psychologiquement. Ce n'était pas un lieu de simples barreaux de fer, c'était le berceau de la prison séparée. Basé sur une théorie effrayante de Londres, ce petit bâtiment en forme de croix était un lieu de privation sensorielle totale. Les hommes étaient gardés dans de minuscules cellules de pierre, dans un silence complet et absolu. Ils portaient des pantoufles souples pour étouffer le bruit de leurs pas. Il était interdit aux gardiens de parler. Lorsque les hommes étaient autorisés à sortir pour une heure d'exercice, ils portaient de lourdes cagoules avec des fentes pour les yeux, afin de ne jamais voir un autre visage humain. Même à la chapelle, ils étaient assis dans des boîtes individuelles en bois, tournées vers l'avant, ne pouvant voir que le prédicateur. L'objectif était de les forcer à se replier sur eux-mêmes, à réfléchir à leurs crimes dans un vide écrasant et silencieux. De nombreux hommes, naturellement, sont devenus complètement fous, leurs esprits se brisant dans le silence étouffant. Mais Port Arthur était aussi un site industriel massif. Les forçats y travaillaient dans des bagnes épuisants, coupant du bois dans les forêts épaisses ou construisant des navires. C'était une communauté autonome, construite sur la souffrance. Il y avait de grandes maisons pour les officiers, une belle église qui, ironiquement, a été construite par les forçats, et des ateliers tentaculaires. Mais les ruines du pénitencier principal, une coquille massive de 4 étages, racontent la véritable histoire. Il logeait des centaines d'hommes dans des couchettes superposées exiguës. Vous pouvez toujours vous y promener aujourd'hui, le vent sifflant à travers les cadres de fenêtres vides. Les touristes qui visitent aujourd'hui peuvent faire des visites de fantômes, guidées la nuit, et beaucoup de gens en sont captivés. Mais la véritable horreur n'est pas celle des fantômes. Elle concerne la cruauté bien réelle et calculée qui s'est produite ici. Vous pouvez visiter l'hôpital, la tour de garde et l'asile, qui étaient remplis des hommes brisés par la prison séparée. Pour l'hébergement, le Port Arthur Holiday Park, situé à proximité, propose des cabanes et des emplacements de camping ou, pour une sensation plus historique, le Stewart's Bay Lodge propose des cabanes nichées dans les bois à proximité. Sur le site même, vous pouvez manger au restaurant 1830, qui a de grandes fenêtres donnant sur la baie même, qui piégea autrefois des milliers d'hommes. Mais comment ont-ils empêché tous ces hommes de simplement sortir de cette péninsule? Le génie brutal du système pénitentiaire de la péninsule de Tasman reposait sur ce minuscule pont de terre, Eagle Hawk Neck. À seulement 300 pieds de large, c'était la porte d'entrée de la prison et les gardiens ont mis en place un système de sécurité si étrange et terrifiant qu'il ressemble à quelque chose sorti d'une sombre histoire, la ligne de chiens. Ils n'ont pas construit de mur de pierre. Ils ont construit un mur vivant. Une ligne de chiens sauvages et à moitié affamés était enchaînée sur toute la longueur du neck de rivage à rivage. Ce n'étaient pas seulement 9 ou 10 chiens. À son apogée, il y avait 18 chiens féroces, un mélange de limiers et de dogues, espacés juste assez pour qu'aucun homme ne puisse se faufiler entre eux. Leurs chenils, certains n'étant que de grossiers tonneaux, étaient installés le long du sable. La nuit, des lampes étaient allumées, projetant une lumière vacillante et terrifiante sur la scène. Imaginez le son. Les aboiements et les grognements constants et désespérés des chiens, mêlés au rugissement de l'océan des deux côtés. Ceci était conçu pour être une arme psychologique.
C'était un rappel constant. Il n'y a pas d'évasion. Le son seul suffisait à pousser un homme au désespoir, et ce que beaucoup négligeaient, c'était l'eau elle-même. Pour empêcher les forçats d'essayer de contourner la ligne en pataugeant dans l'eau peu profonde, les gardiens ont construit des plateformes dans le ressac des deux côtés. Des sentinelles s'y tenaient, 24 heures sur 24, dans le vent et la pluie, prêtes à repérer quiconque était assez courageux ou stupide pour tester les eaux infestées de requins. L'ensemble était un chef-d'œuvre d'efficacité brutale. Aujourd'hui, vous pouvez visiter Eagle Hawk Neck, et c'est un endroit magnifique et balayé par les vents. Les chiens sont partis depuis longtemps, bien sûr. À leur place, il y a une petite statue en bronze d'un chien et de son chenil. Un mémorial tranquille à l'un des systèmes de sécurité les plus étranges jamais créés. Il y a un petit musée dans les anciens quartiers des officiers, un bâtiment datant de 1832 qui raconte l'histoire du Neck et des quelques hommes désespérés qui ont tenté de s'échapper. L'un des plus célèbres, Martin Cash, a réussi à traverser la baie à la nage, un exploit considéré comme presque surhumain. Pour les visiteurs, le Loufra Hotel and Apartments à Eagle Hawk Neck offre une vue imprenable sur le littoral. C'est un endroit populaire pour un repas, vous permettant de réfléchir à l'histoire intense de la région. À proximité, la nature a créé ses propres lignes bizarres et rigides dans la pierre. À seulement un court trajet en voiture du mémorial de la ligne de Chien, se trouve l'un des sites géologiques les plus énigmatiques et frappants au monde. Il est appelé le pavage tessellé. Imaginez que vous marchez sur un plateau rocheux côtier qui ressemble à s'y méprendre à un sol carrelé fait par l'homme. C'est une grande surface plate de roche qui a été fracturée en milliers de formes géométriques presque parfaites. Principalement des rectangles et des carrés. Cela ressemble au sol d'un bain romain ou d'une grande place extérieure, mais cela a été entièrement créé par la nature. Ce n'est pas un lieu de mythe. C'est un lieu de science pure et étrange. Ce que beaucoup ont négligé pendant des années, c'est la façon dont il s'est formé. Les géologues ont une explication fascinante. Roche, un type de siltstone, s'est fissuré il y a des millions d'années en raison du stress tectonique, créant une grille précise de joints ou de fissures. C'est la partie tessellée, qui signifie simplement carrelé. Et voici la partie vraiment intéressante. Le processus qui le fait paraître si parfaitement sculpté se produit en ce moment même. Il y a deux parties distinctes. La première partie, plus proche de la mer, est appelée la formation en casserole. Ce sont les carreaux qui semblent concaves, comme des bols peu profonds. L'eau de mer les recouvre à marée haute. Et lorsque l'eau s'évapore, elle laisse des cristaux de sel. Ces cristaux se développent et la pression qu'ils créent décompose lentement et régulièrement la roche au centre du carré, la faisant s'évider. C'est un processus à micro-échelle qui, au fil des siècles, crée une illusion à macro-échelle. La deuxième partie, plus en arrière, est la formation en pain. Ces carreaux sont convexes, gonflant vers le haut comme du pain qui lève. Cette zone ne reçoit pas autant d'eau de mer, mais l'eau de pluie et les sédiments s'accumulent dans les fissures, qui sont plus douces et s'érodent plus rapidement, laissant les centres paraître surélevés et arrondis.
C'est un processus lent et patient d'érosion et d'altération chimique qui a créé une illusion parfaite et époustouflante. Visiter le pavage tessellé est facile. Il y a une plateforme d'observation juste au-dessus, offrant une vue parfaite, surtout au lever ou au coucher du soleil, lorsque la lumière rasante capte l'eau dans les casseroles. Vous pouvez également marcher sur le pavage lui-même, marchant d'un carreau à l'autre. C'est le rêve d'un photographe. Bien qu'il n'y ait pas d'hôtel juste au niveau du pavage, c'est un arrêt clé pour quiconque séjourne dans la région de la péninsule de Tasman, près d'endroits comme l'hôtel Lufra ou les logements à Port-Arthur. C'est un endroit tranquille et humble qui vous rappelle que la nature est une artiste bien plus précise et patiente que n'importe quel être humain. Mais l'art de la nature sur cette péninsule n'est pas seulement plat, il est terrifiant de verticalité. Si le pavage tessellé est la gravure délicate de la nature, Cap Howie est sa sculpture violente. C'est le point culminant de la péninsule de Tasman, la pointe même du Three Capes Track. Et c'est un lieu d'une intensité verticale stupéfiante. Ici, la terre ne rencontre pas doucement la mer, elle s'y brise. Cap Howie est une série de falaises maritimes imposantes, les plus hautes de tout l'hémisphère sud, atteignant plus de 980 pieds, c'est presque la hauteur de la tour Eiffel, s'élevant droit au-dessus de l'océan violent et agité. Mais ce n'est pas seulement un mur plat de roches. Le cap est célèbre pour ses pitons rocheux de dolérite. Ce sont des piliers de roches massifs et autoportants, comme le Candlestick et le Totem Pole, qui ont été séparés de la falaise principale par des millions d'années d'érosion. Ce sont des aiguilles de pierre incroyablement fines et provocantes que les grimpeurs du monde entier rêvent d'escalader. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est l'un des sites d'escalade les plus dangereux et les plus vénérés de la planète. Le plus célèbre, le Totem Pole, n'a qu'environ 13 pieds de large, mais s'élève à plus de 200 pieds au-dessus des vagues. Pour le non-grimpeur, la randonnée jusqu'au Belvédère est une aventure en soi. C'est une marche aller-retour difficile de 4 à 5 heures, faisant partie du Three Capes Track de classe mondiale. Le chemin est une œuvre d'art, avec des milliers de marches de pierre soigneusement posées à la main, construite pour se fondre dans le paysage tout en le protégeant de l'érosion. La piste vous fait mériter la vue. À mesure que vous vous rapprochez, le sol s'effondre soudainement et vous êtes au bord. Le Belvédère est une petite plateforme clôturée pour la sécurité. Et de là, vous pouvez contempler ces piliers colossaux et l'immense et vide océan austral. Le vent y est une force physique. Un rugissement constant qui semble venir directement de l'Antarctique. Ce n'est pas un endroit pour les hôtels ou les cafés. C'est la nature sauvage, à l'état pur et brut. La civilisation la plus proche est de retour à Fortescue Bay, une belle crique abritée avec un camping, où commence la randonnée vers Cape Howie. La voir vous rappelle la puissance pure qui a formé cette île. Ces colonnes de dolérite sont les entrailles figées d'une ancienne activité volcanique, exposée et sculptée par le vent et l'eau. C'est un endroit vraiment spectaculaire, la définition même du bord du monde. De cette côte sombre et spectaculaire, nous nous dirigeons maintenant vers le nord, vers un lieu d'une beauté choquante et sereine.
Après les falaises déchiquetées et menaçantes de la péninsule de Tasman, arriver au parc national de Freycinet donne l'impression d'entrer dans un autre monde et son joyau est Wineglass Bay. Depuis le célèbre belvédère, vous avez droit à l'une des vues les plus parfaites sur Terre. Un croissant immaculé de sable blanc éblouissant bordant une eau si claire et bleue qu'elle ressemble à un lagon tropical. Elle est régulièrement votée l'une des 10 meilleures plages au monde. La courbe est si parfaite, le sable si pur, que cela ne semble presque pas réel. C'est le genre d'image que vous voyez sur une carte postale et que vous supposez être fortement édité. Mais voici la sombre torsion. Ce paradis a un passé vraiment horrible. Le nom Wineglass Bay, baie du verre à vin, n'est pas romantique. C'est un rappel effrayant de ce qui se passe ici. Au début des 1800, cette baie abritée était une base pour la chasse aux baleines. Les hommes se positionnaient sur les falaises. Et lorsqu'ils apercevaient des baleines en migration, ils partaient en petites embarcations, harponnaient les animaux et traînaient leurs corps massifs jusqu'à cette plage. La baie était le site d'une opération de transformation. Les baleines étaient dépecées directement sur le sable, leur graisse bouillie dans des pots géants en fonte pour en faire de l'huile. La triste vérité est que l'eau de la baie, si claire et turquoise aujourd'hui, s'écoulait épaisse et rouge avec le sang de centaines de baleines. Depuis le belvédère même où les touristes prennent maintenant des égo-portraits, les baleiniers regardaient en la baie et la couleur rouge de l'eau contenue par la courbe parfaite de la baie la faisait ressembler exactement à un verre rempli de vin rouge. C'est un contraste choquant avec la beauté immaculée que vous voyez aujourd'hui. Visiter Wineglass Bay est incontournable. Elle se trouve sur la côte est de la Tasmanie, à quelques heures de route de Hobart. La randonnée jusqu'au belvédère est la plus populaire. Une montée raide mais courte qui prend environ 45 minutes. C'est bien entretenu, mais soyez prêts à transpirer. De là, vous pouvez continuer jusqu'à la plage elle-même. Une promenade qui prend environ 1h30 aller-retour. Vous pouvez nager, prendre un bain de soleil ou simplement marcher sur le sable de quartz incroyablement propre pour l'hébergement. La ville voisine de Coles Bay est la porte d'entrée. Le luxueux Saphir Freycinet offre des vues imprenables et une cuisine haut de gamme, tandis que le Freycinet Lodge propose de belles cabanes juste à l'intérieur du parc national, vous permettant de vous réveiller au son de la forêt. Juste au nord de cette baie, une autre île attend, une île où les animaux règnent et où les falaises quindes sont peintes. Imaginez une île sans voiture, sans magasin, et où les principaux résidents sont des wombats, des wallabies et des oies qui errent librement parmi les ruines d'un ancien établissement de forçat. C'est l'île Maria, un lieu magique, presque surréaliste, qui ressemble à une véritable arche de Noé. Située au large de la côte est, vous ne pouvez y arriver que par un ferry pour passagers de 30 minutes depuis la ville de Triabuna. Lorsque vous descendez du bateau, vous faites un pas en arrière dans le temps. Le principal établissement est Darlington, un autre site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme Port Arthur, c'était une station de forçats, mais son histoire est encore plus variée. Après le départ des forçats, un entrepreneur italien excentrique nommé Diego Bernacchi a tenté de la transformer en un paradis méditerranéen dans les années 1880. Il a planté des vignobles et des mûriers, a essayé de démarrer une industrie de la soie, et a même construit un grand coffee palace et des chalets pour les travailleurs, rêvant d'un boom qui n'est jamais venu. Ces entreprises ont toutes échoué et aujourd'hui, les ruines des cellules de forçat et de sa grande cimenterie se dressent côte à côte, lentement reprises par la nature.
Vous pouvez même séjourner dans l'ancien pénitencier, qui a été converti en hébergement simple de style dortoir, pas d'électricité, juste un poêle à bois et une cuisinière à gaz. Mais les vraies stars de l'île Maria sont les animaux. Parce qu'il n'y a pas de voitures et peu de prédateurs, la faune est incroyablement apprivoisée. Les wombats, qui sont généralement nocturnes, paissent dans les champs herbeux en plein jour, ignorant souvent complètement les touristes. Vous pouvez vous asseoir tranquillement et les regarder à seulement quelques pieds de distance. Les bernaches du Cap errent à travers les ruines et les kangourous et les wallabies se prélassent à l'ombre des arbres. C'est le rêve d'un photographe. L'île est également un sanctuaire vital pour le diable de Tasmanie. Une population saine et exempte de maladies y a été introduite pour servir de population d'assurance afin de protéger l'espèce contre la maladie tumorale faciale dévastatrice du continent. Et puis, il y a les falaises. Une courte marche depuis Darlington vous mène aux falaises Pin. À marée basse, vous pouvez marcher le long d'une plateforme rocheuse et voir des falaises de grès qui ressemblent à une peinture d'art moderne. Elles sont tourbillonnées et à motifs, avec des bandes spectaculaires de rouge, d'orange et de jaune. Ce n'est pas fait par l'homme. C'est causé par des oxydes de fer provenant des eaux souterraines qui tachent la roche sur des milliers d'années, créant de beaux motifs fluides. C'est une autre des merveilles géologiques de la Tasmanie, une toile naturelle qui change avec la lumière non loin de là. La côte se transforme à nouveau en un sanctuaire vital et bruyant. Nichée entre la péninsule de Freycinet et la ville de Bichno, se trouve une vaste zone humide et tranquille, que de nombreux touristes dépassent sans s'arrêter. C'est Moulting Lagoon, et c'est l'un des sanctuaires d'oiseaux les plus importants de toute l'Australie. Ce n'est pas une gorge spectaculaire ou une montagne imposante. Sa beauté est subtile, étendue et incroyablement vivante. Le lagon est une immense étendue d'eau peu profonde. Une zone humide classée Ramsar, ce qui signifie qu'elle est reconnue comme ayant une importance internationale. Pourquoi ? Parce que c'est le foyer et le lieu de reproduction toute l'année de milliers et de milliers d'oiseaux aquatiques. Ce qui le distingue vraiment, c'est sa population de cygnes noirs. Le lagon abrite souvent au moins 8000 d'entre eux, ce qui représente une part massive de l'ensemble de la population reproductrice de Tasmanie. Le lagon tire en fait son nom des tas de plumes noires qui s'échouent sur le rivage lorsque les cygnes adultes et leurs petits, appelés cygnaux, subissent leur mue annuelle, mais il n'y a pas que des cygnes. C'est un arrêt d'alimentation essentiel pour les oiseaux qui volent depuis l'autre côté de la planète. Les oiseaux de rivage migrateurs, comme le chevalier aboyeur et la barge à queue noire, volent sans escale sur des milliers de milles depuis leurs aires de reproduction dans l'hémisphère nord, comme la Sibérie, pour se nourrir dans les vasières riches et boueuses de ce lagon pendant l'été tasmanien. C'est une station de ravitaillement essentielle sur un voyage mondial épique. Les vasières sont remplies de nutriments, un festin vital pour ces voyageurs épuisés. Vous pouvez également apercevoir des pélicans, des cormorans, des pluviers et des pigargues à ventre blanc géants chassant au-dessus. Les visiteurs peuvent faire l'expérience du lagon depuis plusieurs zones d'observation tranquilles. Il y a des observatoires d'oiseaux installés où vous pouvez vous asseoir avec des jumelles et observer l'incroyable variété de vie sans déranger les animaux. Ce n'est pas un endroit pour la natation ou la navigation de plaisance,
car ses activités sont restreintes pour protéger l'habitat fragile. C'est un endroit pour le calme, pour la patience et pour apprécier la vie subtile et grouillante d'une zone humide. Pour l'hébergement, les villes voisines de Bicheno et Colles Bay offrent tout. D'un gîte à des éco-complexes de luxe, Bicheno est également célèbre pour ses propres visites de pingouins, faisant de cette côte le rêve d'un amoureux des oiseaux. Maintenant, nous quittons la côte et nous nous dirigeons vers l'intérieur des terres, vers le cœur alpin et déchiqueté de l'île. Lorsque vous imaginez la Tasmanie, c'est probablement l'image que vous voyez. Cradle Mountain est l'icône de l'île, une cathédrale de roches de dolérite déchiquetée qui perce le ciel, son reflet capturé dans les eaux calmes et sombres du lac Dove. C'est le cœur de la zone du patrimoine mondial de la nature sauvage de Tasmanie, un lieu de beauté ancienne et primale. La montagne elle-même, à plus de 5000 pieds, n'est pas un seul pic, mais une crête spectaculaire et escarpée qui ressemble à la couronne. L'histoire de ce lieu est celle de la passion et de la préservation. Au début des 1900, un homme nommé Gustav Weindorfer se tenait au sommet, regarda la vaste nature sauvage et intacte et dit « Ceci doit être un parc national pour le peuple pour toujours ». Lui et sa femme Kate ont construit un chalet rustique en Pinking Billy local, appelé Waldheim, et ont fait campagne sans relâche pour que la région soit protégée. Leur chalet est toujours debout aujourd'hui, un humble monument à leur vision. C'est maintenant un petit musée. Et vous pouvez voir la vie simple et rude qu'ils menaient. Visiter Cradle Mountain est une expérience pour toutes les saisons. En été, les pentes sont couvertes de fleurs sauvages et d'herbes à boutons. En hiver, tout le paysage est saupoudré de neige, les lacs gèlent et l'air est vif et silencieux. La promenade courte la plus célèbre est le circuit du lac Dove, une boucle de 4 milles qui vous emmène autour du bord du lac sculpté par les glaciers. Elle serpente à travers une forêt ancienne et magnifique, appelée la Ballroom Forest, où les êtres myrtes couverts de mousse créent une canopée verte et magique qui ressemble à un conte de fées. Pour les plus aventureux, Cradle Mountain est le point de départ de l'Overland Track de renommée mondiale, un trek épique de 40 milles et 6 jours qui serpente à travers les landes d'altitude et passe devant des pics spectaculaires. Vous pouvez également grimper Cradle Mountain elle-même, une randonnée aller-retour difficile de 6 à 8 heures, qui implique de grimper sur des rochers massifs pour atteindre le sommet. La vue du sommet est à couper le souffle. Un panorama de 360 degrés sur l'ensemble du parc national. L'hébergement ici va des cabines rustiques de Waldheim au luxueux Pepper's Cradle Mountain Lodge, où vous pouvez vous asseoir près d'une cheminée massive, siroter du vin de Tasmanie et même faire une visite guidée nocturne pour voir les diables de Tasmanie se nourrir. Cette piste épique se termine par une étendue d'eau encore plus grande et plus profonde. À l'extrémité sud du célèbre Overland Track se trouve une étendue d'eau vaste, sombre et mystérieuse, le lac Saint-Clair. Ce n'est pas un lac ordinaire. Sculpté par des glaciers massifs au cours des 2 derniers demi-millions d'années, c'est le lac d'eau douce le plus profond de toute l'Australie. En termes simples, c'est un monstre. À son point le plus profond, le fond du lac est à plus de 550 pieds de profondeur. C'est plus profond que le monument de Washington, mais haut. C'est une profondeur stupéfiante. Et la pression de l'eau est immense. Le lac est si profond et si froid que son fond est un lieu d'obscurité perpétuelle. Le nom aborigène du lac est Leaoulena, signifiant eau dormante. Et c'est un nom approprié. Par temps calme, la surface est un miroir parfait, reflétant le panthéon de montagnes qui l'entourent, comme le mont Olympe et le mont Ida.
Mais lorsque le vent se lève, cette eau dormante peut se transformer en une mer intérieure dangereuse et agitée. C'est un lieu d'une incroyable pureté naturelle. L'eau est parmi les plus propres au monde. Les visiteurs terminent souvent l'Overland Track ici, prenant un petit ferry qui parcourt la longueur de 11 milles du lac, de Narcissus Bay à l'extrémité nord jusqu'au centre d'accueil à Cynthia Bay. Cette promenade en bateau est une expérience en soi, glissant au-dessus de l'abîme, tout en étant entouré de pics imposants, couverts de forêts. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que c'est l'un des meilleurs endroits en Tasmanie pour apercevoir un ornithorynque. La patience est la clé. Dans les baies calmes et les criques fluviales autour de Cynthia Bay, en particulier à l'aube et au crépuscule, vous pouvez souvent voir ces bizarres mammifères à bec de canard pagayer à la surface, plongeant pour chercher de la nourriture. Il existe de nombreuses courtes promenades autour du rivage du lac, y compris la promenade Watersmeet, où les rivières Ugal et Cuvier se rejoignent. Pour une randonnée plus longue, le sentier vers Shadow et Forgotten Lakes vous emmène dans les montagnes pour des vues spectaculaires. Vous pouvez séjourner juste au bord du lac au Lake St. Clair Lodge, qui offre tout. Des cabanes confortables aux suites de luxe. Et un restaurant avec une massive cheminée en pierre. Dominant tout ce paysage se trouve le point culminant de la Tasmanie. Alors que Cradle Mountain est la plus célèbre, Mount Ossa est le roi. C'est le point culminant de la Tasmanie, un pic colossal de dolérite s'élevant à 5305 pieds, contrairement à la couronne déchiquetée de Cradle. Ossa est une montagne massive, en forme de dôme. Elle ne réclame pas l'attention, elle se dresse simplement, un géant silencieux dominant le centre de l'île. Atteindre son sommet est une entreprise sérieuse, et ce n'est pas pour le touriste occasionnel. Mount Ossa est un détour par rapport à l'Overland Track principal, généralement effectué depuis la Pelion Hut. L'ascension est un éprouvant aller-retour de 6 à 7 heures depuis la cabane. C'est une montée incessante qui commence dans la forêt, se déplace sur un plateau alpin balayé par le vent, puis devient une escalade massive et chaotique sur une mer de rochers géants, brisés par le gel. Il n'y a pas de sentier doux vers le sommet. Vous devez utiliser vos mains et vos pieds, vous frayez un chemin sur la colossale pente d'éboulis, et chaque pas exige de la concentration. La météo ici est un facteur majeur. En effet, étant le point culminant, Mount Ossa crée sa propre météo. Il peut faire soleil et être calme à la cabane, mais un blizzard peut faire rage au sommet. Les randonneurs doivent être préparés à toutes les conditions, même en plein été. Mais la récompense pour ceux qui y parviennent est, sans aucun doute, la plus grande vue de Tasmanie. Depuis le sommet, par temps clair, vous pouvez voir presque toute l'île. Vous pouvez regarder en arrière, Cradle Mountain au nord, et en avant, Lake St. Clair au sud. Vous pouvez voir toute la chaîne, Ducan, Frenchman's Cap, et même des aperçus des côtes est et ouest. C'est un panorama de nature sauvage immaculée qui semble s'étendre à l'infini. Vous vous sentez comme si vous étiez sur le toit du monde, avec une mer de montagnes et de forêts anciennes s'étendant dans toutes les directions. C'est une expérience profondément humiliante et brute. Une véritable récompense de la nature sauvage pour ceux qui sont prêts à faire l'effort. Depuis le point culminant de l'île, nous descendons maintenant dans sa fissure la plus profonde. Dans le nord-ouest de la Tasmanie, loin des principaux sentiers touristiques, se trouve une merveille géologique qui vous coupera littéralement le souffle. C'est l'Even Canyon, un gouffre massif et béant, sculpté par la puissance incessante de la rivière l'Even. C'est le ravin calcaire le plus profond de Tasmanie, un ravin en forme de V qui plonge à plus de 900 pieds tout droit vers l'eau mugissante en dessous. Pour mettre cela en perspective,
c'est presque 2 fois plus profond que la célèbre Cataract Gorge à Launceston. Ce qui rend l'Even Canyon si étonnant, c'est la vue pure, provoquant le vertige, depuis le belvédère principal. Une courte promenade facile, depuis l'aire de pique-nique, vous mène au Cruikshanks Lookout, une plateforme qui s'avance directement au-dessus du vide. Vous vous tenez là, agrippé à la balustrade, alors que la terre disparaît complètement sous vos pieds. Cela vous donne un sérieux cas de vertige. 900 pieds en dessous, la rivière Leven ressemble à un minuscule ruban d'argent. Le son de son rugissement résonne sur les parois rocheuses abruptes et couvertes d'arbres. Partant de brume, le canyon se remplit de nuages et vous avez l'impression de flotter dans le ciel. L'air est froid et humide. Et écoutez ceci, la quantité d'eau qui se précipite à travers ce canyon étroit chaque jour est stupéfiante. Assez pour satisfaire les besoins quotidiens en eau d'une grande ville, plus de 45 000 kilolitres. C'est une force d'érosion constante et puissante qui creuse toujours le canyon plus profondément. Pour ceux qui veulent l'expérience complète, il y a une boucle qui implique de monter 697 marches raides. Elle vous emmène du belvédère principal, à travers la forêt, et jusqu'à un deuxième belvédère, offrant une perspective différente mais tout aussi étonnante. C'est un endroit sauvage et indompté. Vous pouvez même faire une randonnée difficile jusqu'au fond du canyon, jusqu'à une passerelle qui traverse la rivière déchaînée là-bas. Vous êtes entouré de rochers géants et d'anciennes fougères arborescentes. Pour l'hébergement, vous ne trouverez pas de complexe hôtelier de luxe. Les visiteurs séjournent généralement dans les villes côtières voisines d'Ulverstone ou de Penguin, ou dans de petites fermes dans les collines environnantes. C'est un morceau de nature brute, puissant et légèrement terrifiant. La puissance de l'eau en Tasmanie n'est pas seulement pour creuser des canyons, elle crée aussi de la magie. La Tasmanie est une île qui fonctionne à l'eau, et son intérieur sauvage est parsemé de certaines des plus belles et des plus immaculées chutes d'eau sur Terre. Ce ne sont pas seulement des géants à chute unique. Ce sont des cascades délicates, à plusieurs niveaux, cachées au plus profond de forêts tropicales humides, moussues et préhistoriques. Elles ressemblent moins à des sites touristiques qu'à des portails secrets vers un autre temps. Prenez Liffey Falls, niché sous les magnifiques Great Western Tears. Ce n'est pas une seule cascade, mais une série de 4 cascades principales. Alexandra, Optoon, Albert et les chutes Victoria principales. Un beau sentier de randonnée facile vous emmène à travers une forêt de fougères arborescentes imposantes et d'anciens myrtes. L'air est humide et sent la terre mouillée et la mousse. C'est si dense et vert que c'est comme entrer dans un monde préhistorique. L'eau dégringole sur des marches de grès, créant des motifs délicats, semblables à de la dentelle. Des plateformes d'observation sont parfaitement placées, vous permettant de vous approcher suffisamment pour sentir la fine brume sur votre visage. C'est un endroit profondément paisible et enchanteur. Ensuite, dans l'extrême nord-ouest, au cœur de la forêt tropicale humide de Tarkin, vous trouverez Philosopher Falls. Le nom seul est intriguant. Elle est nommée d'après James Philosopher Smith, l'homme qui a découvert de l'étain à Mount Bischoff, déclenchant un boom minier. Mais les chutes elles-mêmes sont à l'opposé de l'industrie. La marche est aussi spéciale que les chutes. Vous suivez le chemin d'une ancienne rigole d'eau, un canal creusé par les mineurs, à travers une forêt magnifique de myrtes, de sassafras et de cuir. La piste est principalement plate.
ce qui en fait une promenade facile jusqu'à la descente finale. La piste se termine par un escalier métallique raide, plus de 200 marches, qui vous emmène jusqu'à une plateforme d'observation juste à la base des chutes. De là, vous regardez une cascade puissante et tonitruante, plongeant dans une piscine profonde et sombre. Et il y a Pelverata Falls, un joyau moins connu au sud de Hobart. Celle-ci est un peu plus une randonnée, mais la récompense est une chute unique et spectaculaire de 114 mètres au-dessus d'une falaise massive. La partie surprenante est qu'en été, elle peut ralentir jusqu'à un filet. Mais après de fortes pluies, elle devient un torrent déchaîné et assourdissant. Ces cascades sont la sève de la forêt, sereines et puissantes à la fois. Ces forêts ne cachent pas seulement des cascades, elles cachent certaines des plus anciennes choses vivantes sur Terre. Dans les vallées fluviales humides, sauvages et isolées du sud-ouest de la Tasmanie, pousse un arbre qui est un véritable fossile vivant. C'est le Pine One. Pour être clair, ce n'est pas vraiment un pin, c'est un type de podocarpe. Une famille de plantes qui remonte à plus de 200 millions d'années jusqu'au supercontinent du Gondwana. Ces arbres sont parmi les plus anciens organismes vivants de toute la planète. Un Pinhwan individuel peut vivre pendant plus de 3000 ans. Cela signifie qu'il y a des arbres debout aujourd'hui qui étaient déjà anciens lorsque l'Empire romain a été fondé. Ce qui les rend si spéciaux, outre leur âge, c'est leur bois. Il contient une forte concentration d'une huile naturelle appelée méthyleugénol. Cette huile rend le bois incroyablement résistant à la pourriture et aux insectes. Cette huile est aussi ce qui donne au bois son parfum unique, piquant et agréable. Une odeur indubitablement tasmanienne. En raison de cette propriété, le Pine One était le bois de construction navale le plus prisé au 19e et 20e siècle. Des hommes connus sous le nom de pineurs passaient des mois, voire des années, dans la nature sauvage brutale et inexplorée, abattant ces géants et les faisant flotter sur les rivières déchaînées, comme la Gordon et la Huon. C'était un travail incroyablement dangereux. Ils vivaient dans des cabanes de fortune, faisant face à un danger extrême de la chute des arbres et des rivières rapides. Aujourd'hui, ces arbres sont fortement protégés. Plus de 85% des forêts restantes de Pine One se trouvent à l'intérieur de la zone du patrimoine mondial. Mais vous pouvez toujours les voir. La meilleure façon est de faire une croisière sur la rivière Gordon depuis la ville de Strahan, sur la côte ouest. Le bateau glisse silencieusement sur l'eau de couleur rouge foncé, tachée de tanins. L'eau est de cette couleur à cause des tanins des plaines d'herbe à boutons, mais elle est exceptionnellement pure. Vous vous arrêterez à une promenade en bois à Heritage Landing. Ici, vous pouvez marcher parmi ces anciens géants. Vous pouvez toucher l'écorce rugueuse et moussue d'un arbre vieux de 2000 ans. C'est une expérience humiliante, presque spirituelle. Vous pouvez également visiter le Taoon Airwalk au sud de Hobart. Cette passerelle massive et surélevée vous emmène à 50 mètres de hauteur dans la canopée de la forêt, juste au-dessus de l'endroit où les rivières Huon et Picton se rencontrent. Vous marchez parmi la cime des arbres, avec une section en porte-à-faux finale qui surplombe la rivière, vous donnant une vue plongeante sur la forêt et les précieux pins Huon en dessous. Du vert foncé des forêts, nous retournons à une côte qui brûle d'un orange vif. Sur la côte nord-est de la Tasmanie se trouve une étendue de littoral si vibrante qu'elle semble être en feu. C'est la Bay of Fires, baie des feux. Mais le nom, tout comme celui de Wineglass Bay, est trompeur. Elle n'a pas été nommée pour ce que vous voyez aujourd'hui. En 1773, un capitaine britannique nommé Tobias Furneaux est passé en bateau
et a vu le littoral illuminé par les feux de camp des populations aborigènes locales, les Penpekaner, il l'a nommé la Bay of Fires, en témoignage des personnes qui y vivaient. Aujourd'hui, le nom a pris une nouvelle signification spectaculaire. Tout le littoral, qui s'étend sur plus de 30 milles, est dominé par des rochers de granit massifs et arrondis. Et ces rochers sont incrustés d'une espèce de lichen, un type d'algue et de champignons vivant ensemble, d'un orange brillant et ardent. Le contraste entre cet orange impossible, le sable blanc pur et le bleu turquoise choquant de l'eau est ce qui rend cet endroit si frappant. C'est une explosion visuelle de couleurs qui est le rêve absolu d'un photographe. La zone n'est pas une seule baie, mais une série de petites plages et de lagons parfaits, reliés par ces promontoires teintés d'orange. Le centre principal est Binalong Bay, un beau village à l'extrémité sud. De là, vous pouvez explorer d'innombrables criques cachées et plages immaculées. C'est un endroit pour nager. Bien que l'eau soit froide, elle vient directement de l'océan austral. Faire de la plongée avec tuba dans les piscines rocheuses claires et camper, la Bay of Fires Conservation Area, offre certains des plus beaux campings gratuits d'Australie, nichés juste derrière les dunes. Mais soyez conscients, ils sont très populaires et se remplissent rapidement en été. Vous pouvez séjourner à Binalong Bay, qui a des maisons de vacances et des cafés, ou dans la ville de pêche voisine de St. Helens, célèbre pour ses huîtres et ses fruits de mer. Un endroit populaire est les Gardens, une section particulièrement étonnante de la côte où les rochers oranges sont empilés haut. La Bay of Fires est un lieu de beauté sereine, presque extraterrestre, où la terre elle-même semble luire de l'intérieur. Un feu permanent et silencieux contre la mer froide du sud. D'une merveille naturelle sur la côte, nous nous dirigeons vers une merveille naturelle cachée à l'intérieur d'une ville. La plupart des villes ont un parc. Launceston, la deuxième plus grande ville de Tasmanie, a un canyon massif creusé par une rivière. C'est Cataract Gorge, un morceau de nature sauvage urbaine vraiment surprenant. À seulement 10 minutes à pied du centre-ville, le monde des rues et des boutiques disparaît soudainement. Et vous vous tenez au bord d'une faille profonde et rocheuse, avec la rivière South Esk rugissant en dessous. C'est un secret étonnant et spectaculaire que la ville détient. La gorge a été le cœur de Launceston pendant des générations. D'un côté, le First Basin, il y a une grande zone semblable à un parc avec une piscine, un restaurant et des pelouses remplies de ponts qui se pavanent en montrant leur queue géante et irisée. C'est un jardin d'agrément légèrement surréaliste de l'époque victorienne, situé dans un décor sauvage et rocheux, et les cris des ponts résonnent étrangement sur les falaises. Un beau pont suspendu historique construit en 1899 enjambe le bassin, se balançant doucement lorsque vous le traversez au-dessus de l'eau. Mais le véritable clou du spectacle est le télésiège. C'est le Gorge Scenic Chairlift. Et il possède la plus longue portée de télésiège unique au monde, à plus de 985 pieds. Vous montez d'un côté et glissez silencieusement à travers l'énorme bassin rempli d'eau haut dans les airs. Les vues sont incroyables, regardant les nageurs dans la piscine. L'eau sombre et tourbillonnante de la rivière et les parois rocheuses abruptes de la gorge elle-même. C'est un trajet de 10 minutes qui vous donne une idée complète de l'échelle de cet endroit.
De l'autre côté, plus sauvage, des sentiers de randonnée sont coupés directement dans la paroi de la falaise, vous emmenant au-dessus de la rivière. Vous pouvez marcher sur des milles, profondément dans la gorge, suivant la rivière qui serpente à travers les collines. C'est un endroit populaire pour les habitants, pour faire du jogging, promener leurs chiens, ou même faire de l'escalade sur les faces abruptes de Dolérite. Pour les visiteurs, des endroits comme Stillwater Seven offrent un hébergement de luxe dans un moulin à farine converti des années 1830, juste à l'entrée de la gorge. Le restaurant est primé. Et vous pouvez manger tout en regardant la rivière couler, juste devant la fenêtre. D'une formation rocheuse incontournable, nous voyageons vers le nord jusqu'à une autre. Dans le coin nord-ouest de la Tasmanie, le littoral est plat et doux. Et puis, soudain, il y a The Nut. C'est l'une des formations terrestres les plus frappantes et bizarres de l'île. C'est un massif volcanique massif, au côté abrupt et au sommet plat, qui s'élève de 469 pieds tout droit hors de la mer. C'est le noyau durci et ancien d'un volcan qui s'est érodé depuis longtemps, ne laissant que cette souche de roches incroyablement austère et impressionnante. The Nut surplombe le village incroyablement pittoresque et historique de Stanley. Cette petite ville, avec ses cottages coloniaux parfaitement préservés, est blottie à la base du rocher géant. On se croirait dans une ville de livres d'histoire, complètement éclipsée par le géant géologique à côté. Vous ne pouvez pas le manquer. Il domine chaque vue, une présence constante et silencieuse. Il y a deux façons d'atteindre le sommet. Pour les plus énergiques, il y a un sentier pédestre. Mais sentier est un mot doux. C'est une montée courte, brutalement raide, et qui brûle les mollets et qui vous fera halter. Beaucoup de gens font la course jusqu'au sommet, mais la plupart sont heureux d'y arriver. L'option beaucoup plus populaire est le télésiège. Tout comme à Cataract Gorge, un télésiège panoramique vous emmènera de la base directement au sommet. Au fur et à mesure que vous montez, la vue sur le village, les plages courbes et les collines verdoyantes du nord-ouest se dévoilent sous vous. Une fois au sommet, le monde s'aplatit. Ce n'est pas seulement un pic rocheux, c'est un grand plateau herbeux. Un circuit de 2 km vous emmène tout autour du sommet plat. De là, vous avez des vues à 360 degrés. Vous pouvez regarder les bateaux de pêche dans le port, les eaux glacées du détroit de Bass et les champs en patchwork à l'intérieur des terres. C'est un endroit venteux, sauvage et magnifique. La ville de Stanley elle-même est un délice, avec de charmants gîtes, comme le Ship Inn, et des restaurants servant la célèbre langouste locale. C'est un village de pêcheurs en activité, donc les fruits de mer sont aussi frais que possible. Mais c'est le Nut que tout le monde vient voir, une anomalie géologique qui en fait l'une des villes les plus mémorables d'Australie, d'une ville qui ressemble à l'histoire. Nous allons à une ville qui ressemble à la Suisse. C'est là que la Tasmanie prend un virage très étrange. À seulement 15 minutes de route au nord de Launceston, au milieu de la région viticole de la vallée de Tamar, vous vous retrouverez soudain en Suisse. C'est Grindelwald, un village touristique. Construit dans les années 1980 par un immigrant suisse nostalgique. C'est une réplique inhabituelle, bizarre et kitsch d'un village alpin suisse traditionnel. Ce n'est pas seulement une ou deux maisons à thème. C'est une communauté à part entière, planifiée de A à Z. Il y a des chalets de style suisse, avec des jardinières débordantes de géranium rouge, des toits très pentus et des façades à colombage. Il y a une place de village, un faux clocher et même un lac. L'ensemble est construit pour ressembler à une carte postale des Alpes. C'est une fantaisie complète et totale, déposée au milieu de la brousse tasmanienne. Le village fait partie du Tamar Valley Resort et il est conçu comme une attraction touristique familiale. Vous pouvez vous promener dans la Swiss Shopping Arcade, qui a une boutique de bonbons, une boulangerie et une boutique de cadeaux,
vendant des coucous. Vous pouvez jouer une partie de mini-golf sur un parcours au thème absurde. Ou même essayer le splash golf, où vous frappez des balles de golf flottantes dans le lac. Vous pouvez louer un pédalo ou prendre un repas au Alpenrose Bistro, qui sert bien sûr de la fondue au fromage et de la schnitzel. C'est une expérience thématique complète et vous devez vous laisser prendre par l'originalité de tout cela. Beaucoup de gens adorent ça, le trouvant charmant et amusant. D'autres le trouvent incroyablement étrange. Mais ce qui est indéniable, c'est que c'est un lieu incroyable dans tous les sens du terme. C'est une expérience surréaliste et désorientante d'être entouré d'architecture suisse tout en entendant le rire d'un kookaburra d'un eucalyptus voisin. Pour l'hébergement, vous pouvez séjourner dans les chambres d'hôtel du complexe ou même louer l'un des chalets suisses vivant votre fantasme alpin à seulement un court trajet en voiture de certains des meilleurs vignobles d'Australie. De cette fantaisie originale, nous voyageons vers la capitale très réelle et très vibrante de l'île. Hobart est une ville définie par son emplacement. C'est, sans aucun doute, l'une des capitales les mieux situées au monde. C'est une ville construite sur le large et profond estuaire de la rivière Derwent, et elle est surveillée par la masse imposante et omniprésente d'une montagne massive. C'est une ville d'eau, de pierre et de ciel, mais voici la partie fascinante. C'est aussi la deuxième plus ancienne capitale de l'Australie, après Sydney, et son passé est inéluctable. Fondée en 1804 comme une colonie pénale brutale, les rues de Hobart ont été tracées par des forçats. Et ses premiers grands bâtiments ont été construits de leurs mains. Vous pouvez sentir cette histoire partout, en particulier dans les quartiers historiques de Battery Point et Salamanca Place. Mais ce qui est si fascinant à propos de Hobart, c'est la façon dont elle s'est transformée. Ce qui était autrefois une ville portuaire rude, industrielle et oubliée, est devenue l'une des petites villes les plus vibrantes, créatives et excitantes au monde. Le cœur de la ville est son front de mer. Constitution Dock, ou la course de yachts de renommée mondiale, Sydney-Hobart se termine chaque décembre, est bordée de bateaux de pêche et de péniches flottantes de fruits de mer vendant du poisson frite fraîchement pêché. Toute la zone est un labyrinthe d'entrepôts historiques, de pubs confortables et de restaurants de classe mondiale. Hobart connaît un moment culinaire massif. Des endroits comme Fico et Templo sont des restaurants de destination, célébrant les incroyables produits locaux de Tasmanie. Ses huîtres, son saumon, son fromage et ses vins de climat frais. Vous trouverez également d'incroyables pâtés à la viande dans les boulangeries locales et du poisson frite frais partout. Pour les visiteurs, les options sont infinies. Vous pouvez séjourner dans des hôtels de luxe comme The Tasman, qui est construit dans la façade d'un ancien bâtiment gouvernemental, ou le McHugh 01, qui est un hôtel de narration, avec chaque chambre dédiée à un personnage tasmanien différent, ou vous pouvez séjourner dans des cottages historiques convertis à Battery Point. Vous pouvez explorer le Tasmanian Museum and Art Gallery, qui propose des expositions fascinantes sur l'histoire naturelle de l'île et son sombre passé de forçat Hobart est la base parfaite. Une ville charmante et accessible à pied, qui sert de porte d'entrée à toute la nature sauvage du Sud. Et l'épicentre de la vie historique de Hobart est une seule rue pavée. C'est la rue la plus célèbre, et sans doute la plus belle, de toute la Tasmanie. Salamanca Place est une longue et magnifique terrasse d'entrepôts de grès de 3 et 4 étages qui borde le front de mer de Hobart, construit dans les années 1830 par des forçats. Ces imposants bâtiments géorgiens ont un sens indéniable de l'histoire.
Vous pouvez presque sentir le passé. Dans leur première vie, ces entrepôts étaient le centre d'un port industriel et rude. Ils étaient remplis d'huile de baleine, de laine, de céréales et de marchandises importées de tout l'Empire. La zone était rude, bruyante et sentait la mer. Mais aujourd'hui, Salamanca Place a été complètement ressuscité. Ce qui est remarquable, c'est qu'il s'agit de l'un des projets de renouvellement urbain les plus réussis d'Australie. Les anciens entrepôts sombres ont été magnifiquement restaurés et abritent désormais un centre créatif et vibrant. Les arcs en pierre sombre mènent maintenant à des galeries d'art, des boutiques d'artisanat, des théâtres, des bars confortables et certains des meilleurs restaurants de la ville. Vous pouvez siroter un whisky tasmanien dans une cave qui abritait autrefois des forçats ou acheter un souvenir fait main en pain ouon dans un loft qui stockait autrefois de la graisse de baleine. Toute la zone prend vraiment vie le samedi. Chaque samedi, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, Salamanca Place accueille le Salamanca Market, l'un des marchés de plein air les plus grands et les meilleurs d'Australie. Des centaines de marchands s'installent sous une mer de parapluies, vendant de tout, bijoux faits main, art local, produits frais, fromages artisanaux, plats chauds et bien sûr, les célèbres produits à base de lavande de Tasmanie. La rue est fermée à la circulation et remplie de milliers de personnes. Écoutant des musiciens de rue et s'imprégnant de l'atmosphère vibrante et animée, c'est l'endroit parfait pour prendre un café et un rouleau de bratwurst et simplement flâner pendant des heures. Pour un visiteur, c'est l'endroit où il faut être. Vous pouvez manger au bar et grill Rockwall, qui est spécialisé dans le steak et les fruits de mer de Tasmanie. Prendre une bière à l'historique hôtel New Sydney ou simplement prendre un café et vous asseoir sur les marches. Pour l'hébergement, le Salamanca Wharf Hotel propose des appartements modernes construits dans le tissu historique de la région. Salamanca est l'âme vivante et respirante de Hobart, un lieu où le passé et le présent ne se rencontrent pas seulement, ils passent un bon moment ensemble. Dominant toute cette scène se trouve le gardien de la ville, une montagne massive et sombre. Vous ne pouvez pas être à Hobart et ignorer la montagne. Elle est toujours là, un géant de 1271 mètres ou 4170 pieds qui domine l'horizon occidental. Son nom aborigène est Kunani et c'est bien plus qu'une simple toile de fond. C'est le gardien de la ville, son faiseur de temps et son âme. La montagne dicte la météo pour toute la ville. Il peut faire un temps ensoleillé et chaud en ville, tandis que le sommet de Kunani est balayé par une tempête de neige et des vents sous zéro. La route vers le sommet est une aventure en soi. La Pinnacle Road est une route sinueuse de 21 km, 13 000, qui vous emmène des forêts tempérées à la base, à travers les bois alpins, et finalement sur un paysage lunaire désolé, rocheux et balayé par le vent au sommet. Cette route est souvent fermée en hiver en raison de fortes neiges et de glace, rappelant à tous qu'il s'agit d'un environnement alpin sérieux. Lorsque vous atteignez le sommet, la première chose qui vous frappe est le vent. Il est souvent féroce. Même par temps calme en ville, il peut y avoir un coup de vent ici. Mais la vue est, sans aucun doute, l'une des plus spectaculaires d'Australie. Vous vous tenez sur un tas de rochers de dolérite massif, brisés par le gel, regardant toute la ville de Hobart, qui s'étale en dessous de vous comme une carte. Vous pouvez voir le large estuaire ramifié de la rivière Derwent, le Tasman Bridge, l'île Bruny au sud, et les chaînes de montagnes apparemment infinies de la zone du patrimoine mondial à l'ouest. Il y a une plateforme d'observation fermée pour vous abriter du vent, mais la véritable expérience est de marcher sur les promenades en bois qui se faufilent entre les rochers géants. L'air est mince et froid, et le sentiment d'espace est immense.
C'est un puissant rappel de la proximité de cette ville, avec une nature sauvage, véritable et indomptable. La montagne est également un terrain de jeu massif pour les locaux. Elle est sillonnée de sentiers de randonnée et de vélos de montagne. Vous pouvez marcher à travers les organ pipes, tuyaux d'orgue, une falaise massive de colonnes de dolérite ou trouver des cascades cachées dans les contreforts. Kunani n'est pas seulement près de Hobart, c'est Hobart, mais l'attraction moderne la plus célèbre de Hobart n'est pas sur une montagne. Elle est enfouie à l'intérieur d'une falaise. En 2011, quelque chose s'est produit qui a changé la Tasmanie pour toujours. Un joueur professionnel, riche et excentrique nommé David Walsh, a ouvert un musée. Mais ce n'était pas n'importe quel musée. C'est le MoNA, le Museum of Old and New Art, musée d'art ancien et nouveau, et c'est pour le moins un choc absolu pour le système. MoNA n'est pas une galerie calme et polie. C'est un repère souterrain subversif, provocateur et hallucinant, sculpté dans les falaises de grès d'une péninsule sur la rivière Derwent. L'expérience commence bien avant que vous ne mettiez les pieds à l'intérieur du musée. Elle commence par le voyage lui-même, une sorte de performance en mouvement. La plupart des visiteurs se rendent depuis le front de mer de Hobart à bord d'un ferry élégant, peint en camouflage, qui semble appartenir à un film de James Bond. Vous glissez sur la rivière Derwent, champagne à la main si vous avez fait des folies pour le billet Posh Pit, qui comprend du mousseux, des canapés et ce sentiment subtil de faire partie de quelque chose d'exclusif. Même le trajet en ferry ressemble à de l'art, ludique, étrange et légèrement ironique. Au moment où vous arrivez, vous savez déjà que ce ne sera pas une visite de musée typique, puis soudain, le paysage s'ouvre. Il est là. Un bâtiment futuriste unique, bas et élégant. Scintillant sur le rivage comme un miroir tombé d'une autre planète. Il n'y a pas de grands escaliers, ni de façades ornées, juste du verre et de l'acier reflétant le ciel tasmanien. De l'extérieur, vous ne pouvez pas dire à quel point l'endroit est vaste. Une fois à l'intérieur, l'aventure commence vraiment. Vous ne montez pas comme on pourrait s'y attendre d'un musée, mais vous descendez. Vous descendez un long escalier en colimaçon, s'enroulant dans la terre elle-même. MoNA, le musée d'art ancien et nouveau, est presque entièrement souterrain. Il est sculpté profondément dans les falaises de grès, 3 niveaux de chambres faiblement éclairés, reliés par des passerelles en acier et des tunnels de pierre. L'air est frais, l'éclairage est d'ambiance et la disposition ressemble plus à un labyrinthe qu'à une galerie. Il n'y a pas de fenêtre, pas de lumière naturelle et aucune indication de direction. Vous pourriez marcher en cercle pendant des heures et toujours découvrir quelque chose de nouveau. C'est déroutant, oui, mais cela fait partie de la conception. MoNA veut que vous vous perdiez. Il veut que vous vous sentiez un peu déséquilibré. Comme si vous étiez tombé dans une autre dimension. Et puis vient l'art lui-même. La collection est personnelle, excentrique et profondément humaine. MoNA a été construit par le millionnaire et joueur professionnel né en Tasmanie, David Walsh, un homme qui a un jour décrit son musée comme un Disneyland subversif pour adultes. L'art qu'il a collectionné ne chuchote pas poliment derrière des cordons de velours. Il crie, rit et parfois même pue. Tout est question de vie, de mort, de sexe et de décadence. Les thèmes universels dont les gens essaient généralement de ne pas parler à table. Prenez par exemple le tristement célèbre Cloaca Professional. À première vue,
Il ressemble à une rangée de réservoirs industriels et de tuyaux en verre. Mais ensuite, vous lisez la description et réalisez que le but entier de cette machine est d'imiter le système digestif humain. Chaque jour, le personnel du musée lui donne un repas, il digère, traite et, à la fin du cycle, produit des excréments réels et malodorants. C'est grossier, oui, mais c'est aussi génial. La pièce vous fait réfléchir à ce que les humains consomment, à ce que nous gaspillons et à quel point nos propres corps sont absurdement mécaniques. C'est de la science et de la satire, enveloppée dans de l'acier inoxydable. À proximité, une autre exposition vous arrête. Un mur entier recouvert de centaines de sculptures en porcelaine identiques d'organes génitaux féminins. C'est confrontant et étrangement beau en même temps. Vous pouvez presque entendre les rires nerveux des gens résonner dans le couloir. Mais c'est le but. Mona n'existe pas pour vous mettre à l'aise. Il veut que vous vous tortilliez, que vous pensiez, que vous riez et que vous vous demandiez ce qu'est réellement l'art. Mais toutes les pièces ne sont pas conçues pour choquer. L'une des choses les plus fascinantes à propos de Mona est la façon dont il mélange l'ancien avec l'ultramoderne. Vous pourriez tourner un coin et trouver un sarcophage égyptien vieux de 3000 ans à côté d'une projection vidéo contemporaine ou d'une sculpture cinétique faite de lumière et de son. Le contraste est discordant, mais intentionnel. Il vous oblige à vous demander comment nous définissons l'art. Pourquoi vénérons-nous un objet comme sacré et rejetons-nous un autre comme vulgaire? Qui décide de ce qui a sa place dans un musée? Pour vous aider à naviguer dans cet étrange monde souterrain, Mona donne à chaque visiteur un appareil appelé Duo. C'est un guide portable qui utilise le GPS pour suivre votre emplacement dans le musée. Vous le pointez vers n'importe quelle œuvre d'art et il offre des couches d'interprétation, certaines factuelles, certaines profondément personnelles. Il y a des options étiquetées Art Wonk pour l'analyse traditionnelle, Gonzo pour le commentaire franc, et parfois même une note de Walsh lui-même expliquant pourquoi il a acheté une pièce particulière. Il n'y a pas d'étiquette murale nulle part, donc Dio devient votre bouée de sauvetage, votre compagnon dans l'obscurité. À l'extérieur, l'expérience continue. Les terrains du musée s'étendent le long de la rivière, mélangeant art, nature et indulgence de la manière la plus tasmanienne possible. Il y a une scène pour la musique live, où des artistes internationaux et des artistes locaux jouent de tout. Du jazz au death metal. Il y a un restaurant excentrique en plein air appelé The Source, où vous pouvez siroter du vin du vignoble Morilla sur place. Il y a aussi la Heavy Metal Kitchen, où les chefs cuisinent en faisant jouer de la musique rock à travers les haut-parleurs. Même le déjeuner ici ressemble à une performance. Si vous ne pouvez pas supporter de partir, Mona propose un hébergement de luxe appelé Pavillon, chacun nommé d'après un artiste ou un architecte influent. Ils sont en partie galeries d'art, en partie suite d'hôtels, avec des spas privés, des œuvres d'art originales et des vues imprenables sur la rivière. Vous pouvez vous réveiller, vous verser un verre de pinot noir local et retourner directement dans le monde souterrain en dessous. Depuis son ouverture en 2011, Mona a complètement transformé Hobart. Autrefois une ville portuaire calme et lointaine, c'est maintenant un hotspot culturel mondial attirant les amateurs d'art, les sceptiques et les amateurs de sensations fortes du monde entier. Chaque année, le musée organise des festivals sauvages comme Dark Mofo, une célébration du solstice d'hiver, de l'art, du feu et des coins les plus sombres de la nature humaine. La ville entière devient rouge avec des lumières et des installations. Et des milliers de personnes affluent pour en faire l'expérience. Ce qui est si fascinant à propos de Mona,
c'est qu'il ne vous dit jamais comment vous sentir. Il ne s'agit pas de beauté ou d'élégance au sens traditionnel. Il s'agit de réactions brutes. Certains visiteurs partent dégoûtés, d'autres inspirés, mais personne ne part indifférent. C'est une expérience sur ce que peut être un musée lorsqu'il cesse d'essayer d'impressionner et commence à essayer de provoquer. Alors, quand vous remontez enfin du monde souterrain, clignant des yeux à la lumière du jour, vous vous sentez changé. Vous avez vu de l'art qui vous a fait rire, grincer des dents, remettre en question, et peut-être même regarder votre propre corps différemment. Mona ne vous montre pas seulement de l'art, il vous avale tout entier, vous mâche et vous recrache avec un nouveau sens de la curiosité. Ce n'est pas seulement un musée, c'est une expérience. Un voyage sauvage, sombre et brillant qui commence sur le ferry et se termine quelque part au plus profond de votre esprit où vous essayez toujours de donner un sens à tout cela. De ce qui est étonnamment nouveau, nous passons à l'une des structures les plus importantes et les plus anciennes de l'île. À une courte distance en voiture de Hobart, au cœur de la région viticole de la Coal River Valley, se trouve le village de Richmond. Cette ville est un village géorgien presque parfaitement préservé. On a l'impression d'être entré sur un plateau de tournage avec plus de 50 bâtiments géorgiens. Il y a de charmantes boulangeries à l'ancienne, des antiquaires et de vieilles églises en pierre. Mais la pièce maîtresse de la ville, et son monument le plus célèbre, est le Richmond Bridge. Ce n'est pas n'importe quel vieux pont. C'est le pont le plus ancien de toute l'Australie qui est encore utilisé. Construit de 1823 à 1825, ces belles arches en pierre fluide traversent la Coal River. Et, comme presque toutes les grandes structures de cette époque en Tasmanie, il a été construit par des forçats. L'histoire derrière cela est une histoire d'immense labeur. Les hommes travaillaient avec des fers aux jambes, extrayant le grès d'une colline voisine et façonnant habilement chaque bloc à la main. C'est un chef-d'œuvre de l'ingénierie des forçats, une structure d'une beauté simple et durable. Mais comme vous pouvez vous y attendre, il a aussi une histoire sombre et hantée. La légende locale dit que le pont est hanté. Le fantôme le plus célèbre est celui de George Grover, un forçat qui aurait été assassiné par d'autres forçats pendant la construction du pont pour être un surveillant cruel. Des gens ont affirmé avoir vu son apparition sur le pont les matins brumeux. Aujourd'hui, le pont est l'attraction vedette. Vous pouvez marcher sur les mêmes blocs de pierre qui ont été posés il y a 200 ans. La zone autour est un magnifique parc herbeux. Les gens pique-niquent sur les rives, nourrissent les canards et prennent des photos des reflets parfaits du pont dans l'eau calme. La ville de Richmond elle-même est une étape touristique majeure. Vous pouvez visiter l'Old Hobart Gaol, qui est encore plus ancienne que Port Arthur, ou déguster des vins locaux dans les vignobles voisins. La région est célèbre pour son pinot noir et son chardonnay de climat frais. Le pont est plus qu'un simple moyen de traverser une rivière. C'est un lien physique direct avec le passé brutal et fondateur de l'île. Nous quittons maintenant le sud colonisé et plongeons dans la vaste nature sauvage et primitive de l'Ouest. Dans le nord-ouest éloigné et sauvage de la Tasmanie, il y a un endroit qui semble avoir été endormi depuis l'aube des temps, c'est le Tarkin, ou Takaina comme il est connu par les populations aborigènes. C'est l'une des dernières et des plus grandes forêts tropicales humides tempérées sur Terre. Nous parlons d'une étendue massive et tentaculaire de nature sauvage. Plus de 1700 000 carrés de forêts anciennes et ruisselantes, de rivières sauvages et d'un littoral accidenté et jonché d'épaves.
Ce n'est pas un parc national avec des promenades en bois faciles d'accès et des cafés. C'est une véritable et profonde nature sauvage. La forêt ici est une relique du supercontinent du Gondwana. Lorsque vous y entrez, vous êtes entouré d'arbres anciens. Myrtes géants, bois de sassafras et pins à tête de céleri. Le sol de la forêt est un tapis épais et doux de mousse et de champignons. Tout est humide et les couleurs sont 1000 nuances de vert. Des fougères arborescentes géantes créent une canopée au-dessus, filtrant la lumière. L'air est si pur qu'il est scientifiquement mesuré comme étant le plus propre au monde, soufflé directement depuis l'Amérique du Sud sans rien entre les deux. Et vous pouvez littéralement le sentir dans vos poumons. C'est une terre d'une incroyable richesse naturelle, mais cela en fait aussi un lieu de conflit. Le Tarkin abrite de vastes peuplements de bois intacts et riche en minéraux, ce qui en a fait le centre d'une bataille passionnée et de longue date entre les intérêts forestiers et les défenseurs de l'environnement qui se battent pour que toute la zone soit protégée en tant que site du patrimoine mondial. Pour les visiteurs, l'accès au Tarkin est une aventure. Vous pouvez emprunter la Tarkin Drive, une route panoramique qui fait le tour de la forêt, avec des arrêts pour de courtes promenades vers des cascades et des dolines. Vous pouvez faire une excursion en kayak sur la rivière Piman, sombre et tachée de tanin, en louant un canot au Corina Wilderness Experience. Ou une croisière sur la rivière qui vous emmène à travers la forêt dense jusqu'à la côte sauvage et balayée par le vent. Vous pouvez également explorer la section côtière, où vous trouverez des dunes de sable massives et des tas de coquillages aborigènes, d'anciennes piles de coquilles qui marquent des milliers d'années d'histoire humaine. Ce n'est pas un endroit que vous voyez simplement, c'est un endroit que vous ressentez. Une nature sauvage profonde, ancienne et vivante. Au plus profond de cette nature sauvage se trouve l'une des créations humaines les plus terrifiantes et impressionnantes. Au plus profond du cœur de la Tasmanian Wilderness World Heritage Area, au bout d'une longue route sinueuse, vous trouverez un spectacle vraiment à couper le souffle. C'est un monstre fait par l'homme, un mur colossal et incurvé de béton qui retient un lac 30 fois la taille du port de Sydney. C'est le barrage de Gordon. Construit dans les années 1970, dans le cadre d'un vaste et très controversé programme hydroélectrique. Ce barrage est une merveille d'ingénierie et un véritable spectacle. Le barrage lui-même mesure 460 pieds de haut. C'est plus haut que le pont du port de Sydney. Mais ce qui le rend si époustouflant, c'est sa forme. C'est un barrage-voûte à double courbure, ce qui signifie qu'il s'incurve à la fois horizontalement et verticalement, comme un gigantesque morceau de coquille d'œuf, utilisant la force de la forme de l'arche pour retenir le poids presque inimaginable de l'eau. Lorsque vous vous tenez au sommet et regardez la face de béton incurvée jusqu'au minuscule lit de la rivière, loin en dessous, le sentiment d'échelle et de vertige est écrasant. Et écoutez ceci, vous pouvez descendre en rappel. C'est la descente en rappel commerciale la plus haute du monde. Les visiteurs aventureux peuvent s'attacher à un harnais et descendre en rappel 460 pieds sur la face courbe et abrupte du barrage. C'est une expérience terrifiante et exaltante. Mais juste marcher au sommet du mur est une aventure en soi. Le vent hurle à travers la vaste étendue du lac Gordon et la chute de l'autre côté donne le vertige. Le trajet pour y arriver fait partie de l'expérience. La Gordon River Road est une route de 111 km, 69 000, qui traverse directement la nature sauvage immaculée du Franklin Gordon Wild Rivers National Park.
Vous devez faire le plein d'essence avant de partir, car il n'y a aucun endroit pour s'arrêter. C'est un voyage à travers certains des paysages les plus reculés et intacts sur Terre. Il n'y a pas de ville, pas de station-service, juste des montagnes et des forêts accidentées et infinies. Près du barrage, vous pouvez séjourner à Stratgordon, une ville initialement construite pour loger les travailleurs du barrage, qui sert maintenant d'avant-poste éloigné pour les visiteurs. De ce géant intérieur, nous nous dirigeons vers notre dernière étape, une île au large du Nil. Juste au sud de Hobart, à une courte traversée en ferry depuis la ville de Kettering, se trouve l'autre île célèbre de Tasmanie, l'île Bruny. Ce n'est pas une seule île, mais deux, un North Bruny et un South Bruny. Et ce qui les relie est l'une des formations terrestres les plus frappantes et les plus belles de Tasmanie. On l'appelle The Neck. C'est un isthme long, incroyablement étroit, un ruban fragile de sable et de dunes qui n'est, par endroits, qu'à environ 300 pieds de large. C'est la même merveille géographique qu'Eaglehawk Neck, mais au lieu de chiens et de gardes, celui-ci est un sanctuaire de faune vitale. Vous pouvez monter les centaines de marches en bois jusqu'au Truganini Lookout, qui se trouve en hauteur sur une dune à The Neck. Du sommet, vous avez l'une des vues les plus emblématiques de Tasmanie. Vous avez un panorama à 360 degrés. D'un côté, vous voyez les eaux calmes et abritées du canal d'Entrecasteaux. De l'autre, le ressac sauvage et fracassant de la mer de Tasman. Et s'étendant devant vous, se trouve le pont de sable long et mince qui maintient l'île enceinte. Mais ce qui attire les grandes foules, c'est ce qui se passe ici au crépuscule. The Neck abrite une colonie massive de petits pingouins, également connus sous le nom de manchots pygmées et de puffins à queue courte. Chaque nuit, après avoir chassé le poisson, les minuscules pingouins nagent jusqu'au rivage, se dandinent sur la plage en groupe serré et se dirigent vers leur terrier dans les dunes. Les plateformes d'observation vous permettent de regarder ce défilé magique et bruyant, où vous devez être très silencieux et utiliser des lampes de poche à lumière rouge uniquement, car la lumière blanche peut les effrayer. L'île Bruny est également devenue un paradis gastronomique. Pour un si petit endroit, elle regorge de producteurs artisanaux. Vous pouvez visiter Get Shocked, un bar à huîtres servant des huîtres incroyablement fraîches directement de la baie. Vous pouvez même acheter des huîtres au service au volant, ce qui est une expérience incroyable. Vous pouvez vous arrêter à la Bruny Island Cheese Co. pour du fromage artisanal et de la bière artisanale, ou visiter la Bruny Island Chocolate Company. C'est une île d'incroyables contrastes, des plages de surf sauvage et des falaises escarpées à la nourriture gastronomique et aux paysages pastoraux sereins, et à la toute extrémité de cette île se trouve le dernier arrêt avant l'Antarctique. Si vous conduisez jusqu'à la pointe la plus méridionale de South Bruny Island, vous atteindrez finalement la fin de la route. L'asphalte disparaît et tout ce qui reste devant est le littoral accidenté de Cap Bruny, un endroit de vent sauvage, de falaises abruptes et un sentiment d'isolement total. S'élevant au-dessus de tout cela, austère contre le ciel gris, se dresse le phare de Cap Bruny. Peint en blanc et construit pour durer, c'est plus qu'une simple structure. C'est une partie de l'âme de l'Australie, un survivant d'un autre temps. Allumé pour la première fois en 1838, le phare de Cap Bruny est l'un des plus anciens du pays. Pendant 158 ans, son faisceau a traversé les tempêtes, le brouillard et les nuits d'encre, guidant les navires à travers l'une des étendues d'océan les plus imprévisibles sur Terre. Il est resté un gardien silencieux, alors que le monde autour de lui changeait, à travers l'ère de la voile, de la vapeur et de l'électricité. Et pourtant, il a continué à faire son travail, nuit après nuit, pendant plus d'un siècle et demi. Son histoire commence, comme tant d'histoires coloniales,
par le travail des forçats. Le phare a été construit à la main, pierre par pierre, en utilisant de la roche extraite des falaises voisines. Chaque bloc portait la sueur des hommes, qui n'avaient d'autre choix que de le construire. Les conditions étaient rudes, froides et pénibles. Et pourtant, la structure qu'ils ont laissée derrière elle a perduré pendant près de 2 siècles. C'est un monument, non seulement à la navigation, mais à l'endurance, des bâtisseurs, des gardiens et de la lumière elle-même. La vie ici était brutalement dure. Les gardiens de phare et leurs familles vivaient dans un isolement total, coupés du reste du monde par des kilomètres de forêt et de mer. Les provisions n'arrivaient que tous les quelques mois, si le temps le permettait, et il n'y avait aucune garantie que le bateau passerait à travers les vagues. Le devoir des gardiens était simple mais absolu, la lumière ne devait jamais s'éteindre. Au milieu des tempêtes hurlantes, sous la pluie glaciale ou sous la faible lueur de la pleine lune, ils gardèrent la flamme vivante. Ce seul faisceau de lumière était une promesse aux marins, un fil fragile les reliant à la sécurité. Pour les hommes qui passaient devant ce point, le phare était la dernière marque de civilisation avant le vide. Une fois qu'ils avaient dépassé Cap Bruni, ils se dirigeaient vers le vaste vide de l'océan austral. Il n'y avait rien d'autre sur plus de 3000 milles jusqu'à l'Antarctique. Là-bas, les tempêtes pouvaient se lever sans avertissement. Les vagues pouvaient engloutir des navires entiers, et la ligne entre la survie et le désastre était très mince. La lumière de Cap Bruni était souvent la dernière chose que les marins voyaient avant d'affronter cette énorme incertitude. Aujourd'hui, l'ancien phare ne sert plus à son objectif initial. Sa flamme a été remplacée par une balise moderne, alimentée par l'énergie solaire, plus loin le long de la côte. Mais le bâtiment est toujours debout, parfaitement conservé, et vous pouvez entrer à l'intérieur. C'est l'un des rares phares de Tasmanie ouverts aux visites. Et franchir sa lourde porte donne l'impression de voyager dans le temps. L'air à l'intérieur est frais et sent légèrement le sel et la rouille. L'escalier en colimaçon. 3, en fer forgé et bien usé, monte en serpentant, comme quelque chose sorti de la coque d'un navire. En montant, vous pouvez presque imaginer les pas des gardiens qui ont fait ce même voyage des dizaines de fois par jour. Au sommet, le guide commence à parler, racontant des histoires à la fois hantées et héroïques. Des histoires de naufrages qui ont dispersé des débris le long des plages voisines. Des histoires de tempêtes si violentes que la tour entière tremblait. Des histoires de gardiens qui ont passé des décennies ici, élevant des familles dans cet endroit solitaire au bord du monde. Vous commencez à réaliser que le phare n'était pas seulement un lieu de travail, c'était une bouée de sauvetage, une maison et une prison tout à la fois. Et puis vient le moment que tout le monde attend, sortir sur le balcon étroit, tout en haut. La porte grince et le vent vous frappe comme un mur. Il est vif, glacial et incroyablement pur. Vous vous agrippez à la balustrade alors que les rafales passent en hurlant comme le rugissement d'un océan sans fin. En dessous de vous, les vagues se brisent contre les falaises noires, explosant en écume blanche. L'horizon s'étend si loin qu'il se courbe, et la mer et le ciel se fondent en un seul. De là-haut, vous pouvez tout voir, les collines vallonnées de l'île Bruni derrière vous, et devant, une étendue infinie de bleu. Le guide vous montre où la mer de Tasman rencontre l'océan austral, un choc visible des eaux, leurs vagues entrant en collision dans des spirales chaotiques. C'est une danse fascinante et violente qui se produit depuis des millions d'années debout là, avec le vent qui fouette vos cheveux et les embruns sur votre visage. Vous comprenez pourquoi cet endroit est sacré. Bruni n'est pas seulement beau, c'est humiliant. Cela vous fait vous sentir petit.
mais de la meilleure façon possible. Vous vous tenez au bord littéral d'un continent, regardant l'océan le plus sauvage sur Terre pour les voyageurs. Atteindre ce point donne l'impression d'achever un pèlerinage. Après avoir serpenté à travers les forêts, les plages et les villes endormies de Tasmanie, vous arrivez à la fin. Un dernier rappel tranquille de la fragilité et de la magnificence du monde. Le phare se dresse comme il l'a toujours fait, battu par les intempéries, inflexible et absolument seul. Lorsque vous redescendez enfin l'escalier en colimaçon et sortez, le monde semble différent. L'air semble plus pur, le silence plus profond. Vous regardez une dernière fois la tour blanche contre les nuages et vous avez l'impression qu'elle vous regarde partir, de la même manière qu'elle a vu d'innombrables marins disparaître au loin. Cap Bruni n'est pas seulement une destination, c'est une expérience. C'est là que l'histoire, la nature et la solitude se rejoignent en un moment à couper le souffle. Et en partant, avec la route qui serpente à travers la forêt, l'image de ce phare, fier, solitaire, éternel, reste avec vous longtemps après que l'île s'est estompée de la vue. La Tasmanie est une terre de fantômes et de géants. Un endroit où les arbres les plus anciens de la planète et les roches les plus étranges cachent ces histoires humaines les plus sombres. Ce paradis insulaire a-t-il jamais vraiment échappé à son passé de prison brutale? Aimez et abonnez-vous pour plus d'endroits incroyables.